Bonjour et bienvenue à notre série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement est fier de soutenir la série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans ce balado, je me suis entretenue avec Gioia Sallustio. Gioia est native de Montréal, mais elle vit maintenant à Edmonton depuis plus de 35 ans. C'est là qu'elle a élevé sa famille tout en poursuivant une carrière dans l'enseignement postsecondaire. En décembre 2000, Gioia et sa famille ont connu un grand bouleversement alors que son mari subit 2 anévrismes au cerveau. À peine un mois plus tard, la belle-mère de Gioia reçoit un diagnostic d'Alzheimer avancé. Gioia se retrouve donc maintenant proche aidante pour 2 membres de sa famille. Une période à la fois difficile, mais aussi enrichissante au plan humain. Gioia, c'est un beau livre ouvert, une femme chaleureuse qui se livre facilement. Elle aime partager ses expériences personnelles dans l'espoir que ça puisse aider d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Ensemble, nous avons eu une longue conversation où nous avons parlé de résilience, de la proche aidance et de l'importance d'avoir accès à des ressources dans sa langue maternelle. Puisque Gioia m'a demandé de la tutoyer, j'ai accepté de mettre de côté les bonnes vieilles règles de politesse de ma mère et nous avons jasé comme 2 bonnes amies. Je cède donc la parole à Gioia qui a entamé notre conversation en me parlant de son attachement pour la communauté franco-albertaine. Je suis tombée en amour avec la communauté francophone la journée que je suis arrivée en Alberta. Puis peut-être que c'est parce que j'ai eu la chance de vivre dans le quartier francophone. Il y a un quartier qui s'appelle Bonnie Doon, et puis c'est le quartier francophone. Puis même, d'ailleurs, il y a un ravin, Mill Creek, le ravin Mill Creek, puis il y a un pont pour traverser le ravin. Puis tout le long du pont, des 2 côtés du pont, il y a les drapeaux je me souviens plus combien de pays francophones je me souviens plus combien de pays ont le français comme si c'est pas langue première, langue seconde au monde. Et ce pont-là, il y a tous ces drapeaux-là. Ça fait qu'il y en a 60, 70, il y en a beaucoup. Et puis, le Bonnie Doon est maintenant reconnu dans la province, mais à Edmonton, comme étant le quartier francophone. Alors donc, c'est ça, j'avais aucune idée du fait francophone hors Québec. Et je l'ai découvert dès que j'ai mis les pieds ici. Quand je suis arrivée en septembre, en novembre, on célébrait le 60e anniversaire de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Puis ça, c'est l'association, ça a été fondé en 1926. Ce sont les colons qui sont arrivés de l'Est qui ont milité pour maintenir la langue et la culture. Puis là, je fais grâce des vagues parce que ça n'a pas été évident. Non. Quand je suis arrivée ici en 1986, il y avait une école francophone seulement qui existait depuis 2 ans, l'école Maurice-Lavallée. À Edmonton ou pour tout l'Alberta? Pour tout l'Alberta. Pour tout l'Alberta, il n'y avait qu'une école francophone. Il y avait plein d'écoles d'immersion. D'ailleurs, l'Alberta, c'est la province où il y a le plus grand nombre d'écoles d'immersion. Mais école francophone, complètement, c'est pas du tout le même environnement, la même philosophie, la même mission qu'une école pleinement francophone. Alors, en 1984, l'école Maurice-Lavallée a vu le jour. Et depuis lors, ça fait 35 ans, il y a certainement au moins entre 40 et 45 écoles à travers la province, complètement francophones. Et je pense qu'on est rendu avec 4 conseils scolaires. Alors, les francophones gèrent leurs propres écoles. Donc, la communauté franco-albertaine s'est épanouie depuis ton arrivée. Sais-tu quoi? Oui, puis non, c'est pas évident de maintenir la langue et la culture dans un contexte majoritairement anglophone. C'est des efforts gigantesques. Tu sais, comme même moi, là, de parler... Et constant. Même moi, là, de parler en français à mes petits-enfants, il faut que je me rappelle de leur parler en français. Mon conjoint est anglophone,
mais il parle français. Il parle pas couramment, mais il se débrouille très, très, très bien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers la province, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites communautés, dans le nord-est, nord-ouest, il y a plein d'endroits dans la province dont les noms sont francophones. Saint-Paul, Lac-la-Biche, Saint-Boniface, Jean-Côté, Rivière-la-Paix, Rivière-qui-Barre, Beaumont. En tout cas, on pourrait continuer. Alors ça, Lacombe, ça, ce sont des noms qui ont été donnés par les francophones qui sont venus établir l'Ouest, qui étaient amenés par beaucoup des religieux, des religieux, des religieuses, des prêtres. Alors, ce qui se passe depuis, je dirais, 10-15 années que j'ai remarqué beaucoup, c'est que la communauté francophone s'est ouverte vers le grand public pour accueillir le grand public albertain, puis dire, venez vous joindre à nous, venez vivre la culture francophone, venez vous amuser avec nous. Ça fait qu'il y a plein d'activités. Il y a un festival d'hiver qui s'appelle le canoë, le canot volant. Oui. Il y a un autre festival en janvier qui s'appelle le Grand Gel, Deep Freeze. Il y a une fête franco-albertaine l'été où il y a du camping familial qui se fait. Tu sais, ça fait puis là, j'en passe. Là, il y a plein d'activités qui attirent les Albertains en général. Et il y a une grande sympathie pour la francophonie. Mais c'est des efforts constants. Tu peux pas lâcher le beat. Puis ça, c'est partout, en Colombie-Britannique, partout. Je pense que c'est à l'avantage de tous les Canadiens qu'on maintienne nos 2 langues officielles. En décembre 2000, le mari de Joya, Tim, subit 2 anévrismes cérébraux qui l'ont laissé avec des séquelles. Joya nous parle de cette période difficile dans le passage qui suit. Alors, c'est un homme en parfaite santé. Il avait 46 ans quand c'est arrivé. C'était très jeune. Et c'était un jeudi soir. Mon fils, Christopher, qui avait à l'époque 11 ans, m'a téléphoné en pleurant en disant « Maman, papa est tombé dans la douche, puis il a glissé sur le fameux bain, le fameux tapis de bain. » Et puis, je savais que c'était très sérieux. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Tim a subi 2 anévrismes au-dessus de la tête sur une artère qui s'appelle, je ne sais pas en français, mais Anterior Communicating Artery. Tim a eu 2 anévrismes sur cette artère-là, et puis un des anévrismes a perforé. Et puis, ce que le médecin m'a expliqué, c'est que parce que c'était à cet endroit-là, puis que c'était connecté directement aux 4 artères carotides, c'était comme s'il y avait 4 hoses, 4 boyaux d'arrosage qui étaient ouverts à plein, et puis là, c'était son hémorragie. Les médecins ont dit, on va attendre que Tim se soit stabilisé, on va attendre au moins 24 heures pour l'opérer. Et puis là, pendant que j'étais dans la salle d'urgence, j'étais en train de discuter avec le médecin, puis Tim était en arrière de moi sur une civière. L'hémorragie a recommencé des plus belles. Ça fait que là, ils ont dit non, il faut qu'on opère tout de suite. Ça fait qu'ils l'ont opéré en dedans de 4 heures. Et puis, ils ne savaient pas s'il survivrait, mais il a survécu. Et puis, moi, j'étais complètement sous l'effet du choc. Fait que j'étais complètement, pour dire là, qu'on aurait pu me pincer, claquer. J'étais vraiment sous l'effet du choc. T'étais engourdi? J'étais engourdie, c'est ça. J'étais engourdie. C'est comme la fin du monde. C'est une minute, tout va bien, puis l'autre instant, c'est comme la fin du monde. Alors, il a subi son opération, puis il a été 3 semaines et demie dans le coma. Fait qu'on a passé le Noël. Puis là, tu sais, je ne vais pas prendre de temps, mais je vais écrire ça dans mon livre là, dont je te parlais, qui s'appelle Humor, Laughter, Tears and Miracles, qui est l'histoire de ces 10 ans et demi où il a survécu avant son décès. Ça fait qu'il a survécu. Il a été 29 mois en réhabilitation. Il a dû réapprendre tout. Alors, manger, marcher, manger, boire, marcher, parler, écrire. Il a tout réappris. Il a été 2 mois. Il a été de décembre à la fin mars à Edmonton, entre l'hôpital de l'université, University of Alberta Hospital, et une institution de réhabilitation, Glenrose Hospital. Et ensuite, il est allé 14 mois dans un centre spécialisé qui s'appelait Brain Injury Rehab Program,
qui était à Ponoka, P-O-N-O-K-A, qui était à peu près à 100 km de chez nous. Alors, il a été là pendant 14 mois. C'était pas facile. Je pense que je te l'ai dit quand on s'est parlé précédemment, Ingrid, il faut que je fasse un effort pour me souvenir des moments vraiment difficiles. Parce qu'il avait, on avait une grande chance dans ce malheur-là, c'est que Tim avait un grand sens de l'humour, mais tout est en étant très gêné. Ça fait qu'après son anévrisme au cerveau, c'est comme si dans sa tête, il s'est dit, moi des fois, je me disais, il n'y a aucune séquelle, il fait juste jouer le rôle de quelqu'un qui a subi un traumatisme au cerveau, puis il s'en sert à son avantage. Ça fait que là, comment je dirais, il nous faisait rire beaucoup. Il faisait rire tout le monde, les infirmières. Écoute, à chaque fois, il est parti de U of A, les infirmières ont quasiment pleuré. Il est parti de Glen Rose, les infirmières ont quasiment pleuré. Parce qu'il faisait rire tout le monde. Il faisait rire tout le monde. C'est un homme attachant. C'est comme si les 10 années et demie qu'il a survécu, c'est comme si sa mission, c'était de faire sourire les gens, de rendre les gens heureux. On a été mariés 22 ans et demi. Puis si on me demande c'était quand les meilleures années, c'est-tu les premières, mettons, 10 ans et demi, 11 ans? Puis je pense que je te l'ai dit, les dernières 10 ans et demi ont été vraiment très, très spéciales parce que quand il est revenu à la maison, c'était définitivement pas du tout l'homme que j'ai marié. Il n'y avait rien à son épreuve, il n'y avait rien qu'il ne faisait pas avant. Il était mécanicien en mécanique lourde. Il a coupé par lui-même des arbres de 60 puis 70 pieds. Puis, et puis là, il ne pouvait même plus utiliser un marteau. Tu sais, c'est comme si il savait, il connaissait l'utilisation de l'outil, mais il n'était plus capable, il n'y avait plus le raisonnement d'utiliser des outils, tous ces outils de façon sécuritaire. Fait qu'on a dû tout vendre. Et puis, mais, très surprenamment, il a pu conduire. Alors, il a réappris à conduire et il n'a jamais perdu son sens des directions. Moi, je me perds dans la maison. Lui, il n'a jamais, même quand les premiers temps là, que je pouvais le transférer d'une chaise roulante à l'auto, parce que les premiers temps, c'était pas possible, il ne pouvait pas parler, mais il pouvait pointer, tu sais, à droite, à gauche, puis je me perdais jamais si je l'écoutais. Et puis, en tous les cas, ça fait que quand il est sorti de Ponoka, il est allé dans une maison de Transitional Rehab Homes. Alors là, c'est là qu'il a vraiment réappris sa routine là, de prendre sa douche, de s'habiller, de se faire le déjeuner, puis tout ça. Et puis, en même temps, ils l'ont évalué pour voir s'il était capable de reprendre le volant. Puis, il a repris le volant. Puis, les enfants, cette journée-là, première journée qu'il a pris la route, ils ont dit, bon, ben là, on appelle nos amis et nos ennemis également pour les aviser qu'il y a un brain injured man on the road. mais ça a été vraiment une bénédiction parce que, comme je te dis, c'était un homme qui aimait beaucoup les gens. Il était très sociable. Il était gêné, mais il adorait les gens. Et puis, donc, il a pu conduire pendant 6 ans et demi, 4 fois par semaine. Il a livré la popote roulante. Un mois environ après les anévrismes de Tim, la belle-mère de Joya reçoit un diagnostic d'Alzheimer. Joya est donc maintenant proche aidante pour son mari et sa belle-maman, un rôle qui comprend bien des défis. Puis, sa maman, ben, elle a, un mois après que Tim a eu son anévrisme, elle a été diagnostiquée avec un Alzheimer avancé. Et puis, on s'occupait d'elle, Tim et moi, avant qu'il ait ses 2 anévrismes. Alors, c'est moi qui ai continué. Je dois dire qu'elle était dans une résidence avec certains services et puis ils l'ont gardée aussi longtemps que possible. C'était absolument extraordinaire. La goutte qui a fait déborder le vase, là, c'est une journée en plein hiver au mois de février. C'était pas un centre où les portes étaient barrées. Ça fait qu'elle s'est rendue pour aller souper à 4h30, puis au lieu d'aller souper, elle est sortie dehors sans manteau. Rien. Il fait froid en Alberta l'hiver. Il faisait très froid. Cette journée-là, il faisait très froid. Et puis, c'est une passante qui l'a retrouvée, puis elle l'a ramenée au centre. Et puis, moi, j'ai reçu un téléphone au travail pour me dire ta belle-mère est sortie dehors, pas habillée, puis ça aurait pu être très grave. Oui. Ça fait que je me suis rendue au centre, puis là, je lui ai dit, Mom, je l'appelais Mom. J'ai dit, Mom, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu oublié quelque chose? Puis là, elle riait, elle ricanait. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon manteau. J'ai dit, tu sais, on aurait pu te retrouver comme un glaçon. Elle dit, oui, elle riait, elle trouvait ça drôle.
Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es allée faire dehors? Bien, évidemment, elle, avec son Alzheimer, elle était enseignante. Elle venait de l'Angleterre. C'était une immigrante de l'Angleterre qui est arrivée à l'âge de 21 ans. Puis, dans sa petite tête, elle s'en allait trouver l'autobus scolaire où étaient ses étudiants, puis il s'en allait en excursion scolaire. Fait que c'est ça qu'elle faisait. Puis, elle avait tout simplement oublié de mettre son manteau. Être personne aidante, à s'occuper d'un être cher qui est atteint d'une maladie ou d'une condition chronique, qui démontre des comportements qui sont difficiles à accepter. À un moment donné, la personne aidante, elle est humaine, elle aussi. Et puis, elle a le droit à ses périodes de découragement ou à ses éclatements. Quand il a eu ses 2 anévrismes, ma fille, qui a maintenant 48 ans, m'a dit, maman, elle dit, je savais pas que la famille était qu'on était si proches, qu'on était si unis. Parce que des événements comme ça, aussi tragiques, soit que ça unisse une famille ou que ça détruise une famille. Puis la même chose avec les mariages. Le taux de divorce est très élevé, il était plus de 80% des couples qui sont aux prises avec un ou une conjointe avec des problèmes d'ordre cognitif chroniques, qui sont divorcés. Nous, je sais qu'on a été très chanceux dans le sens que Tim n'est jamais devenu agressif, n'est jamais devenu violent. Au contraire, il nous faisait rire tout le temps. Et puis, j'ai participé pendant 5 ans à un groupe d'appui. Ça a été ma ligne de survie. Ça, il faut que je te dise, c'était avec le Brain, c'était avec les Northern Alberta Brain Injury Society, qui est maintenant le Brain Care Center, et puis l'Association des traumatismes au cerveau partout au Canada. J'ai participé pendant 5 ans à un groupe d'appui, puis c'était un groupe d'appui vraiment de personnes aidantes s'occupant d'une personne with a brain injury of some kind, avec un traumatisme au cerveau. Et puis, les choses qui sont sorties dans ces rencontres-là, c'est, comment je dirais donc, vraiment comprendre la détresse, puis le découragement, puis comment une personne peut dire « je suis plus capable, je dois laisser aller ». On pourrait juger très durement une personne qui dit « je suis plus capable », mais on ne doit pas juger parce que pendant les premières années, je voyais un thérapeute qui m'avait dit « Joya, c'est pas toi qui as subi les 2 années, c'est pas toi qui as subi le traumatisme au cerveau. C'est pas à toi à vivre ce traumatisme-là, c'est à lui à vivre. Fait qu'il faut que tu distingues qui tu es par rapport à ça, jusqu'à quel point tu es prête à t'impliquer, à changer ta vie, jusqu'à quel point tu te sens capable ou pas capable. Puis si tu n'es pas capable, tu n'es pas une mauvaise personne. » Comment tu as fait cette adaptation-là? Parce que je repense au tout début, en l'espace de 2 mois, tu es passé d'un rôle d'épouse, d'un rôle de belle-fille à proche aidante. Puis pour les 2 personnes, pour ta belle-mère et pour ton mari, comment tu t'es adapté à ce rôle-là? Comment tu as vécu ça? Je ne peux pas te dire que je l'ai fait consciemment. Je l'ai fait par obligation. Puis là, quand je dis obligation, c'est comme ça que je suis. Comme j'ai dit tantôt, j'ai une tête dure. Puis je suis une perfectionniste aussi. Puis je ne sais pas si ça fait partie de mes valeurs. Je me suis jamais la question m'est venue en tête, est-ce que je suis capable ou pas, ou est-ce que je le fais ou pas. La question m'est jamais venue à l'esprit. Ça fait juste partie de mon ADN, qui fait que je le fasse. Mais ceci étant dit, quand on dit aidante naturelle ou aidant naturel, ça, c'est complètement, ce n'est pas, il faut parler de proche aidante et non pas d'aidant ou d'aidante naturelle, parce que c'est pas naturel d'être aidant. C'est pas excuse que je vais être très cru, là, c'est pas naturel pour tout le monde de voir du caca, dans une personne aînée ou son conjoint, ou de nettoyer. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas naturel. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas fait consciemment, Ingrid. Je l'ai fait, je mettais un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. C'est aussi simple que ça. J'avais beaucoup d'appui. Quand Tim est allé à Ponoka, au BIRP, le Brain Injury Rehab Program, il y avait une psychologue qui était absolument... En fait, ce n'était pas une psychologue, c'est une travailleuse sociale. Il y a des matins, encore par moment, j'étais sous l'effet du choc, tellement que quand je me réveillais le matin, j'étais complètement figée sur mon lit. Je ne pouvais pas lever un doigt.
J'étais vraiment sous l'effet du choc. Puis je me levais, là, puis j'étais comme une folle dans ma chambre. Là, je tournais là, comme une toupie. Puis c'était comme, là, je me prenais la tête, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais fonctionner? Et puis là, je l'appelais, puis elle me gardait 1 heure et demie au téléphone. Ça fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide. J'ai eu de l'aide d'elle. Les médecins ont été extraordinaires. The Northern Alberta Brain Injury Society, the Brain Care Center maintenant, Brain Care Center, ça a été une ressource là, d'une valeur inestimable. J'ai eu de l'appui individuel avec une psychologue là, des groupes d'appui. Si je peux transmettre un message aux personnes aidantes, c'est de ne pas s'isoler, parce qu'on tend à s'isoler. On ne veut pas achaler les autres avec nos problèmes. On veut se montrer forte et autonome. Non, il ne faut pas faire ça. C'est la dernière chose qu'il faut faire. Il faut aller chercher des ressources pour qu'on puisse composer avec la dure réalité de la situation. C'est important de continuer à vivre. Quand je parlais plus tôt, quand je suis retournée aux études, justement, le vendredi soir, le premier cours que j'ai suivi, le vendredi soir, Tim était à l'hôpital, il venait de se faire opérer une oreille. Puis moi, je suis allée à mon cours quand même. C'était important que j'aille à mon cours. Alors, je ne me suis pas... J'ai eu beaucoup d'encouragement. Comme quand le psychologue m'a dit, Joya, il s'appelait Mike Pattison, je ne l'oublierai jamais, il est décédé, il m'a dit, Joya, c'est pas toi qui as eu les 2 anévrismes, c'est pas ton histoire de vie à toi. Toi, ta vie, tu as droit à ta vie, tu as droit à ta pleine vie. Alors, tu fais ce que tu peux, puis si tu peux plus, tu peux plus. Puis il y a d'autres personnes qui vont prendre la relève. Tu n'es pas indispensable. Ça fait que personne aidante, dépendamment de la situation, c'est beau de se dire héros ou héroïne, là, mais on est humain, puis on a nos limites. Et moi, comme je dis, je pense que ce qui nous a aidés, c'est la personnalité de Tim, qui nous faisait rire à tout bout de champ, à tout bout de champ, à tout bout de champ. Même quand il ne parlait pas. Ensuite, le soutien que je suis allée chercher à l'hôpital. Un professionnel qui est très, très utile à l'hôpital, ça c'est mon expérience en Alberta, c'est les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux sont d'une aide inestimable et puis ceux qui s'occupent des transferts entre un hôpital ou un autre, par exemple l'hôpital de réhabilitation, j'ai pas hésité de faire appel à toute l'aide que j'avais besoin. Alors, travailleur social, psychologue à l'hôpital, psychologue à PANOCA, au Brain Injury Rehab Program, groupe d'appui au Brain Care Center pendant 5 ans ou 2 semaines. J'ai même des photos où moi, j'ai été hôte pendant une de ces activités-là. Ça a été ma porte de sortie. Puis pourquoi? Les amis étaient là, la famille était là, mais les amis et la famille, à un moment donné, ils se tannent d'entendre parler de la situation de la personne aidante. Ils ne sont pas experts, fait qu'ils ne peuvent pas vraiment, autre que dire je t'entends, je comprends, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il y a une limite dans ce qu'ils peuvent faire pour aider. Alors, c'est ça. La personne aidante, il ne faut pas croire que le mot personne aidante est synonyme avec héros et héroïne et va à tout jamais laisser de côté sa vie pour prendre soin d'un autre. C'est pas vrai, ça. Ouais. C'est pas le cas. Au début des années 2000, quand ton mari a eu ses anévrismes et ta belle-mère a été diagnostiquée avec l'Alzheimer, est-ce que c'était facile de trouver des ressources en français? Évidemment, non, c'est sûr et certain. Non, il n'y en avait pas. Il y a le réseau de santé albertain qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Non, il n'y avait pas de... Les seules ressources qu'il y avait en français, c'était si une personne avait la chance de rencontrer un professionnel de la santé dans le milieu de cet océan-là, anglophone qui parlait français. Ouais. Mais il n'y avait pas de ressources en français. Une autre chose aussi, c'est que quand une personne tombe malade, ou même avec l'Alzheimer, la personne perd sa 2e ou sa 3e langue, puis revient, c'est sa langue maternelle qui revient, puis c'est sa façon d'être, sa façon d'être authentique, là. Puis on a travaillé à la coalition sur un projet, justement, pour mettre sur pied. Malheureusement, on n'a pas eu le financement, mais c'était un projet, on proposait ça comme projet pilote
pour offrir des services en français dans une maison de transition ou une maison d'accueil qui offrirait des services en français par des personnes francophones, de culture francophone. Et puis, notre objectif, c'était de démontrer, de faire valoir comment mieux la bien-aimée, la personne malade, s'en tirait avec des services dans sa langue et entourée par sa culture. Et puis, on voulait démontrer que ça ne coûte pas plus cher au système de mettre sur pied des services pareils. Je vais élaborer un peu, que ce soit en français, en italien, en grec. Tu sais, c'est que le système n'a pas évalué le potentiel de vraiment mettre sur pied des services de soins de longue durée qui répondent mieux aux besoins de la personne malade et des proches aidants. Parce que toute la question de ne pas se faire comprendre, d'être isolé, de se sentir rejeté, bon, tout ça. Fait que non, je n'ai pas eu de service en français. Aujourd'hui, il y en a plus. Oui, justement, je pense que ça s'est développé un peu dans les dernières années. Un des projets dans lequel tu t'es impliqué est la traduction du programme From Stress to Strength. Pourrais-tu nous parler un peu de cette formation-là, Joya? Si je me souviens bien, là, le projet a commencé, je pense, c'est de valeur que je ne me rappelle plus des dates, mais aux alentours de, mettons, 2010-2012. Alors, c'était un projet de 3 ans, projet pilote, où l'Ordre des infirmières de Victoria du Canada, Victoria Order of Nurses, avait un programme qui s'appelait From Stress to Strength. Alors, moi, j'ai travaillé sur ce projet pilote-là seulement la 3e année du projet. C'était une autre dame, Margot Fauchon, qui s'est occupée qui a travaillé les 2 premières années. Alors, elle a eu la responsabilité de faire la traduction des modules de formation. Alors, le VON, l'Ordre des infirmières de Victoria du Canada, nous ont donné carte blanche pour traduction, adaptation du matériel. Alors, on s'est retrouvé avec 5 modules. Un module qui portait sur comment se ressourcer où on vit dans sa langue et sa culture. Et puis, comment trouver des ressources dans sa langue et sa culture. Alors, moi, j'ai donné quelques ateliers. Puis là, la coalition poursuit ce projet-là et offre de façon continue des ateliers du stress au mieux-être. Je sais que la coalition, j'ai plus les détails parce que je suis plus impliquée directement. J'ai été présidente pendant 5 ans, mais encore là, j'ai perdu le fil du temps. Là, ça doit faire au moins 5 ans. Mais la coalition continue à offrir des séances aux personnes aidantes du stress au mieux-être. Et la coalition est allée aussi dans d'autres provinces former des formatrices ou des formateurs pour offrir du stress au mieux-être en français. Ça, c'est la coalition des femmes d'Alberta? Oui, je m'excuse. Oui, la Coalition des femmes de l'Alberta, c'est ça. Et puis, la formation, c'est 5 modules de 2 heures. Ce qu'on a trouvé, c'est que c'était difficile pour les personnes aidantes d'être nécessairement disponibles. C'est supposé d'être 2 heures par semaine. Puis, entre les modules, la formule privilégiait l'opportunité de faire des réflexions, de porter des réflexions à la maison, faire des travaux et tout en préparation pour l'atelier suivant la semaine d'après. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que malheureusement, les personnes aidantes avaient souvent de la difficulté à s'engager pendant 5 semaines consécutives à cause des fluctuations dans leurs obligations et tout. Alors, on a adapté la formation sur une fin de semaine qui donnait quand même, permettait aux gens d'avoir l'information puis d'avancer avec ça. Tu me parlais aussi tantôt d'un groupe de support que tu as aidé à créer, je pense. Oui. Alors, oui, merci de me rappeler ça. Alors, donc, une des retombées ou des livrables, là, comme on dit, après la formation de 5 modules, puis c'est des modules qui portent sur comment bien prendre soin de soi, comment tout ce qui porte sur la culpabilité, la dépression. Tu sais, la formation, c'est vraiment pour sensibiliser la personne aidante qu'elle est humaine, que toutes les émotions qu'on peut identifier comme étant négatives qu'elle peut ressentir sont très normales, qu'elle a droit à ces émotions-là, que la meilleure chose à faire, c'est de se ressourcer, d'aller chercher de l'appui et ainsi de suite. Au bout de ces 5 semaines-là, l'idée, c'était de ne pas laisser les personnes aidantes comme avec rien au bout du compte. Alors, à Edmonton, on a formé, il y a 9 ans, un groupe d'appui qui existe toujours. Les femmes, il y a eu quelques hommes. Présentement, nous ne sommes que des femmes. Il y en a très peu
pour l'instant qui sont en phase de personnes aidantes en phase aiguë, mais on continue à se soutenir. Alors, ce groupe-là existe depuis 9 ans, puis on se rencontre aux 4 à 6 semaines. Quand on s'est parlé, tu avais dit quelque chose qui nous avait beaucoup frappé, puis que moi, j'avais tellement trouvé ça beau. Mais tu avais parlé du français qui est ta langue maternelle comme la langue de ton cœur. De mon cœur, oui, Oui. La langue, oui, définitivement. Pourquoi c'est important pour toi et pour tout le monde, finalement, d'avoir accès à des services de santé et des services de support dans la langue de son cœur, dans sa langue maternelle? Tu sais, quand on est dans une situation, même avec mon époux, quand je vis des émotions, là, quand je viens pour lui parler, ça sort en français. Puis là, je me secoue la tête, puis il comprend le français, mais ça sort en français. Ça fait que la langue de mon cœur, la langue de notre cœur, c'est notre langue. On peut parler plusieurs langues, mais c'est la langue avec laquelle on s'identifie le mieux. Je compte encore en français. C'est ça, on en parle souvent. Est-ce que tu comptes en français ou est-ce que tu comptes en anglais? Je compte tout le temps en français. Quand je suis venue en Alberta, quand j'ai quitté le Québec, on me demandait est-ce que tu parles mieux en français, est-ce que tu parles mieux en anglais? Parce qu'à l'époque, étant né en 1950, j'ai parlé l'italien jusqu'à 6 ans. À 6 ans, mes parents m'ont envoyé à l'école française, puis en 7e année, on a dit, là, il est temps qu'elle apprenne l'anglais. Dans ce temps-là, c'était possible au Québec. Alors, on parlait les 3 langues à la maison. Alors, on m'a demandé, est-ce que entre le français et l'anglais, quelle langue est-ce que tu maîtrises le mieux? Puis je me disais, je suis également confortable avec une langue ou l'autre. Jusqu'au jour où je suis arrivée en Alberta. Quand je suis arrivée en Alberta, les 3 premiers mois, j'arrivais à la maison avec des mots de tête, là, c'était incroyable. Parce que non, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Même si l'italien, c'est la langue que j'ai appris en premier, je ne le parle plus couramment. Et le français, c'est la langue avec laquelle je m'identifie. C'est la langue, quand je m'éclate, c'est en français. Fait que c'est vraiment important. C'est comme je disais plus tôt, si on pouvait comprendre dans les services qu'on offre au niveau de la santé qu'un élément essentiel de bien-être et puis de guérison possible, ou de mieux être plus longtemps, c'est justement que la personne se sente bien, qu'elle se sente chez elle, qu'elle se sente entourée par les siens. Puis par les siens, ça veut pas dire pas par d'autres, ça veut tout simplement dire retourner à son état d'enfant, si je peux dire, ou parle viscéralement, je m'exprime viscéralement. On m'aime assez, ou on me valorise assez, ou on me respecte assez pour me soigner de la manière qui va me faire le plus de bien. Puis la manière qui va me faire le plus de bien, c'est dans ma langue. Ouais. Puis qu'on mette des chansons en français, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment le français qui est ma langue maternelle, qui est la langue de mon cœur. En terminant notre entrevue, Joya, je voulais faire un petit retour sur, j'appelais cette section de l'entrevue les leçons de vie. Ta belle-maman est décédée en 2004, ton mari est décédé en 2011. Tu les as accompagnés tous les deux dans la mort. Quand tu repenses à cette période-là de ta vie, quels souvenirs t'en gardes? Quelles émotions te viennent à l'esprit? Et encore là, c'est des beaux souvenirs. Hein? On parle de la mort. Oh mon Dieu, la mort, c'est terrible. Moi, personnellement, encore là, ça, c'est moi. Moi, personnellement, j'ai pas peur de la mort parce que pour moi, c'est une continuation. Je laisse aller mon corps, puis bon, c'est une continuation. Et puis, les 2 morts ont été faites avec la famille autour. C'était des morts tellement remplies d'amour et de gaieté. C'est incroyable à dire, hein? Ça fait que quand ma belle-maman est décédée, encore là, je vous fais grâce des détails, mais le dimanche, j'ai reçu un appel me disant « Dépêche-toi, viens-t'en, parce qu'elle ne sera peut-être pas en vie dans une heure. » Fait que là, j'ai appelé tout le monde. Tout le monde est venu. La sœur de mon mari, ses enfants, en tout cas, mes enfants, tout le monde était là. Puis ça, c'est rare, hein, quand on essaie d'organiser des fêtes de famille, que tout le monde vienne. Mais tout le monde était là en dedans d'une heure. Puis on était dans la chambre de soins palliatifs, de soins de fin de vie. Puis ma belle-mère, elle était couchée. Puis quand une personne est dans ses derniers moments, souvent on voit le visage étiré, puis on sait que la personne est dans ses derniers moments. Mais là, moi, j'étais celle qui avait convié tout le monde. Et puis là, tous les jeunes adultes étaient contents de se voir. Ça fait que tout le monde s'embrassait puis
placotait, puis les enfants étaient contents de se voir, ça fait que tout le monde jouait. Puis là, moi, je me suis dit, ben voyons donc, il faut que je dise à tout ce monde-là de se taire, puis tu sais, là, il faut être solennel, puis tu sais, il faut la veiller étant mourante. Jusqu'à ce que je me revire de bord, puis je la regarde, puis elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'elle entendait quand la personne qui est elle entendait tout. C'est que je me suis dit, ben non, mais c'est pas à moi de dire aux gens. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait voir sa famille autour d'elle. Et puis, Tim, on s'était entendu qu'il était pour rester à la maison jusqu'à la fin, mais sa leucémie aiguë, il y avait des hémorragies, les transfusions de sang, puis les médicaments qu'il lui donnait ne fonctionnaient plus. Ça fait que il saignait de la bouche. Ça fait que je l'ai amené à l'hôpital. Je suis retournée à la maison la nuit. Je suis revenue le lendemain matin, puis Christopher, qui avait à ce moment-là 22 ans, puis une de mes bonnes amies était là. Puis Christopher dit, maman, tu ne peux pas ramener papa à la maison. J'ai dit, non, il n'y en a pas question, je ramène papa à la maison. Et puis là, la chef d'oncologie est venue me voir, puis elle m'a pris par les bras. C'est une femme très sérieuse, là. C'est pas une femme dans le corridor qui fait... Quand tu l'as rencontrée dans le corridor, il fallait que tu fasses le tour parce que tu ne voulais pas l'accrocher. Et elle a été très gentille. Elle a dit, Joya, elle dit, tu ne peux plus t'occuper de lui, il est trop malade, il faut que tu nous laisses, mais il est aux soins palliatifs, mais il n'est pas en prison. Fait que tu peux le sortir, tu peux l'amener à la maison. Et puis, elle dit, ça risque de prendre, on ne sait pas, ça peut durer plusieurs mois et tout. Il est décédé 3 semaines après. On s'est retrouvés le samedi soir, 24 heures avant son décès. On était plus de 50 sur le patio de l'hôpital au 3e étage. Et puis, il voulait voir les gens. Alors, puis encore là, on m'avait appelé, comme on m'avait fait avec ma belle-mère, viens-t'en, il ne sera peut-être pas ici dans 1 heure. Ça fait que je suis arrivée à l'hôpital, il avait pris ses élans. Ça fait que j'attendais les gens pour 6 heures. À 4 heures, j'avais pas une chip, j'avais rien à leur offrir. Ça fait que je suis allée à l'épicerie du coin, puis je leur ai conté mon dilemme. Et puis, ils ont dit, c'est correct, dans 2 heures, on va avoir tout ce que tu as besoin. Fait que dans 2 heures, on avait tout un banquet, puis on a tout le monde. J'ai des photos, mon frère a pris des photos. Mes enfants étaient fâchés parce qu'ils trouvaient que c'était un peu lugubre. Mais en fait, je suis très heureuse d'avoir ces photos-là parce qu'ils étaient vraiment heureux de voir ses amis. Et puis, on a dû aller le changer en milieu de la soirée. Puis quand il est revenu, il dit, je refuse de me mettre en jaquette, je veux qu'on m'habille, puis il n'est pas question que je sois dans une chaise roulante où j'ai les jambes étendues. Je m'assois dans une chaise roulante ordinaire. Et puis, c'était ça. Ça fait que ça, c'est 24 heures avant qu'il décède, le samedi. Puis le dimanche soir, encore là, sans aller dans les détails, comme je comptais plus tôt, c'était un homme, il était timide, mais il aimait beaucoup les gens, il aimait rendre les gens heureux, puis on l'appelait, il était charmant, il était charmeur, il taquinait les femmes tout le temps. Et puis, ça fait qu'il est décédé avec ses 4 femmes favorites autour de lui. Il y avait moi, ma fille, qui était sa stepdaughter, mais qui l'adorait. C'est lui qui l'a élevée, Gina, ma belle-fille, Kyla, puis sa petite fille, Clémentine, qui avait à l'époque 4 ans. Comme dernière question, j'ai envie de te demander, je trouve que tu portes tellement bien ton nom, Gioia, qui veut dire joie en italien. Italien, oui. Je pense que pour toi, ton nom, c'était ta destinée. Mais d'où ça devient cette force de caractère-là? Est-ce que c'est naturel pour toi d'avoir de la joie ou est-ce que c'est un choix conscient que tu fais de faire face aux situations avec optimisme et humour? Oh, sais-tu, c'est pas naturel. Comme tout le monde, je vis des hauts et des bas. Mais quand je me sens pas bien, tout le monde me dit, j'ai souvent cette rétroaction-là. Tu sais, mon Dieu, tu portes bien ton nom, tu es joyeuse, tu es positive. Comme je te disais plus tôt, mes enfants me disent, maman, t'es pas réaliste, t'es trop optimiste, tu vois toujours le beau, tu vois jamais de mal. Mais je pense que c'est un choix. C'est un choix, tu sais. Je suis très reconnaissante d'être en vie. Pour moi, la vie, c'est un cadeau qui nous a été donné. Et puis, pour moi, c'est ma responsabilité d'être la meilleure personne possible, humainement possible en tout temps. Ceci étant dit, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Mais, tu sais, c'est pas comme si j'ai une dose. C'est pas comme si tout le temps, je suis joyeuse. Puis non, c'est pas ça. Je vis mes émotions très profondément. J'ai vécu des dépressions sérieuses. Je pense que c'est un choix. Tu sais, je veux
Oui, des fois, je suis pas de bonne humeur. Oui, des fois, je suis triste. Oui, des fois, j'ai peur. Oui, des fois, je suis découragée. Oui, des fois, je suis tannée. Oui, des fois, j'en ai jusque-là. J'ai le goût de tout lâcher. Oui, des fois, je pique des crises. Mais quand je me calme, je me dis, OK, wow, les moteurs, c'est pas si pire que ça. Regarde tout ce que tu as qui a une valeur inestimable. Tu es en vie, tu es en santé, tu as 71 ans et demi, tu as un conjoint qui est tendre, doux. Oh, j'ai jamais connu ce genre, cette douceur-là. Mes enfants, mes petits-enfants, des amis, une intelligence. Juste le fait de connaître l'expérience de vivre une vie. Pour moi, c'est ça. Je n'ai pas de recette magique. La rétroaction que les gens me donnent, tu es tout le temps de bonne humeur. Ça me surprend parce que je dis à tout le monde, tous mes maris, je les envoie au paradis parce que vivre avec moi, c'est pas facile. Puis même Tim, quand c'est ça, quand justement je me fâchais, à un moment donné, sans aller dans les détails, il y avait de la chimiothérapie, puis il y avait des nausées, puis là, je lui donne un bol, je dis, tiens, Tim, prends ça au cas. Non, je n'ai pas besoin, laisse-moi tranquille, enlève-moi ça de là. Je n'avais pas fini d'enlever le bol que, oups, puis là, je m'étais fâchée, puis tout ça, puis je m'étais mis à pleurer, puis là, je m'excite, évidemment, le sentiment de culpabilité, puis mon Dieu, je suis donc méchante, puis j'ai donc pas de cœur, puis là, ben lui, il me regardait, puis il disait, You're doing great, babe, puis tu sais, it's okay, don't worry, everything will be fine. Ça fait que non, je pense que, tu sais, c'est, comme je dis, je ne suis qu'une femme comme n'importe quelle autre femme humaine, avec des hauts et des bas, des émotions fortes, moins fortes, contrôlées, pas contrôlées, mais je suis en amour avec la vie. J'apprécie la vie. Je dis à mes petits-enfants, je demande au bon Dieu de me garder en vie jusqu'à 90 parce que j'aime la vie. Puis au-delà de cette vie-ci, ben, il y a autre chose. Mais les deux expériences, il faut que je dise que les deux expériences que j'ai vécues avec Tim, quand on me demande quelles ont été les meilleures années, les 10 années et demie, 10, 11 années et demie avant, puis je dois dire qu'au niveau du cœur, puis au niveau de l'humanité, être humain, les années qui nous ont apporté, pas juste à moi, puis mes enfants, puis notre entourage, le plus au niveau de c'est quoi aimer, vraiment aimer, ça a été les 10 années et demie que Tim a survécu. C'était des années incroyables. On ne penserait pas ça, mais c'est la vérité, tu sais. Puis encore, comme je dis, on a eu la chance qu'il y ait un sens de l'humour, qu'il ne soit pas violent, et ainsi de suite. Fait que ma situation est très... les conditions étaient de bonnes conditions. Puis, je me dis, tant et autant que je suis utile, c'est ça que je dis, tant et autant que je suis utile à quelqu'un, je demande au bon Dieu de me garder en vie. Fait que c'est comme ça que je vois la vie. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invitée, Gioia Salustio, d'avoir pris le temps de nous parler. Pour plus de renseignements sur les services en français en Alberta, consultez le site du réseau Santé Alberta. Nous vous invitons aussi à visiter le site de la Coalition des femmes de l'Alberta pour plus d'informations sur leurs ressources et sur la formation du stress au mieux-être. Puisque notre invité aujourd'hui vient de l'Alberta, nous profitons de l'occasion pour inviter nos auditeurs de l'Ouest canadien au symposium sur la santé cognitive et la prévention des troubles neurocognitifs, offert simultanément aux communautés francophones de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Yukon. L'événement aura lieu le 17 novembre 2022 et sera offert en format hybride. Pour plus d'informations et pour accéder au formulaire d'inscription, rendez-vous sur le site du projet L'abécédaire d'un cerveau en santé au www.santécognitive.com. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement, notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.